RDI présente Modèle. Les femmes sont un levier de croissance pour le développement et notre modèle du jour ne dira pas le contraire. Bonsoir et bienvenue dans Modèle, l'émission de celle qui inspire. Ce soir, nous partons à la rencontre de Sylvie Bonkungu, grande militante pour l'autonomie financière de la femme. Entrepreneur, formatrice, conférencière internationale, Sylvie Bonkungu est un véritable couteau suisse qui ne cesse de mettre ses compétences au profit des femmes et des jeunes. Découvrez Sylvie Bonkungu à cœur ouvert dans un portrait de Warren Soulama et d'Achille Bambara. Entrepreneur, formatrice, conférencière internationale et passionnée du digital, Sylvie Bonkungu, vous êtes un véritable couteau suisse. Comment est-ce que vous en arrivez là? Expliquez-nous étape par étape. Comme vous l'avez dit, je suis Sylvie Bonkungu, je suis entrepreneur et je n'ai pas commencé en tant qu'entrepreneur ma carrière professionnelle. Alors, comment est-ce que j'ai commencé? Après mon baccalauréat, je suis partie au Ghana pour poursuivre mes études. Et je suis allée dans le cadre d'un master. Et je me suis spécialisée en finance. Voilà, donc quand je me suis spécialisée en finance, je me suis d'abord spécialisée en finance parce qu'en réalité, moi, j'aime l'argent. Et j'avais vu un peu autour, qu'est-ce que je pouvais faire qui rentrait dans le cadre de l'argent en fait. Et j'ai vu que c'était la finance. En réalité, je ne suis pas allée juste comme ça par passion. En tant que telle. Je n'ai jamais été cette personne passionnée à la base de quelque chose. J'ai été la personne qui est suiviste. Je suis les gens. Après mon baccalauréat, j'écoute les gens autour de moi dire « Ah, moi je vais faire FASEG ». Donc moi aussi je fais FASEG parce que beaucoup de gens font FASEG. Quels sont les débouchés autres? Je n'ai pas connu ça. Donc du coup, je suis allée en réalité parce que j'étais une personne qui suit les autres. Pas parce que j'avais une passion pour quelque chose de particulier. Donc, quand je suis partie au Ghana, pour le choix, je me suis basée sur le fait qu'en réalité, moi, j'ai vu que jusque-là, tout ce que je fais, ça ne me rapproche pas à mon but final qui est la recherche de l'argent. Je veux être aisée financièrement. Comment est-ce que j'ai fait? Au moins, il y a le nom finance dans ce que je fais. Ça peut me rapprocher de ce que je veux faire. C'est pour cette raison que je me suis lancée dans la finance. Je me suis spécialisée en master en finance. Et quand je suis revenue au Burkina, je voulais aussi travailler dans les banques parce que c'est là-bas qu'il y a l'argent. Ça te rapproche plus. Et aussi, bon, la famille burkinabé ou africaine, lorsque tu travailles en banque, c'est synonyme de succès, de réussite. Et moi aussi, ça me plaisait de travailler dans un environnement banquier. Mais malheureusement, je n'ai pas vite eu de l'emploi. J'ai demandé des stages. Au début, c'était plus difficile, ainsi de suite, ainsi de suite. Et j'ai eu un emploi, j'ai eu un travail d'intérim à la banque. Et en même temps, j'ai eu 2 autres emplois. Finalement, très vite, j'ai quitté le milieu banquier pour aller dans un métier où on me proposait un poste vraiment relatif à la finance, à ce que j'ai fait. Contrôleur de gestion RH et comptable fournisseur. Donc, du coup, je suis partie dans une multinationale. J'ai travaillé là-bas pendant 3 ans et par la suite, je suis partie, j'ai démissionné et je me suis mis dans mon propre poste. C'est de cette manière que je me suis retrouvée aujourd'hui entrepreneur, formatrice, conférencière internationale. De la finance à aujourd'hui, entrepreneur, formatrice, conférencière internationale. Comment se fait la transition? Ok, comment se fait la transition? Alors, ça n'a pas été une transition facile, je vais dire, parce que j'ai reçu quelque chose que je ne sais pas comment je vais expliquer, mais c'est comme un appel en fait à l'entrepreneuriat. À la base, je ne démissionnais pas pour savoir exactement dans le fond ce que j'allais devenir. Les choses se sont façonnées sur le chemin. Voilà. Par contre, avant de démissionner, j'avais commencé à lancer des séries de formations parce que j'avais commencé à être passionnée par le digital, par tout ce qui est centrale d'achat, par tout ce qui était e-commerce. J'étais vraiment passionnée. Ça m'a beaucoup passionnée avant de partir. Donc, je m'étais renseignée, je partais sur YouTube, j'apprenais, je me formais. J'ai même pris mes vacances pendant ce moment pour aller en France rendre visite à ma mentor. Voilà, qui parlait de e-commerce. J'avais envie de me rapprocher de ces personnes-là et d'être connectée à leur énergie, en fait, parce que c'est important quand tu veux aller loin.
Donc, à partir de là, quand je suis revenue au Burkina Faso, en réalité, j'étais devenue une autre personne. Parce que j'avais reçu la connexion dont j'avais besoin. Et donc, les choses se sont transformées seules en moi, en fait. Et jusqu'à ce que je parte. Donc, j'avais commencé à lancer des types de formations, e-commerce, digital, etc. Ça donnait un peu, voilà, une fois par mois, je le faisais. Et après, je suis partie. Donc, quand j'ai senti qu'en réalité, il faut y aller. Il faut y aller, il faut se lancer, il faut y croire. Et la réelle transformation se fera par la suite. Je suis partie, je travaillais depuis ma chambre pour dire que ce n'était pas un truc planifié depuis longtemps. Je travaillais depuis ma chambre, je n'avais même pas 5 000 francs en poche. J'avais des dettes à payer et à la banque et aussi au niveau de mon entreprise parce que c'est moi qui suis partie. Donc je dois les verser les indemnités de mon départ en fait, le préavis. Du coup, j'ai continué à travailler depuis ma chambre et de la chambre, Dieu merci, j'ai eu une petite salle dans la maison qui faisait office de cuisine externe et j'ai pu réfectionner ça et j'ai commencé à travailler avec une assistante. Petit à petit, on a commencé à faire du chiffre. On faisait des formations sur le e-commerce. On aidait également, la plupart du temps, les femmes. Surtout qui ont des activités sur la toile, qui n'arrivent pas à décoller, qui ne savent pas comment gérer leur page Facebook, etc. Vous étiez en 2000 combien? On était en 2020. Okay. Voilà, on était en 2020. Et c'est comme ça que, voilà, j'ai eu une assistante qui était d'ailleurs venue pour se former. Elle a aimé mon énergie aussi, elle s'est connectée à moi. On travaillait ensemble dans notre petite salle. Et dans notre petite salle, on faisait du tout. Parce qu'il faut savoir qu'à la base, quand moi j'ai quitté le Ghana venir ici, au Burkina Faso, comme je n'avais pas du boulot, j'ai commencé à vendre des jupes et des pantalons. Et les jupes et les pantalons, je les vendais à la maison. Et à un moment donné, quand j'ai commencé à avoir les stages, j'avais donné un jour spécial qui était les dimanches pour que les gens viennent s'en procurer à la maison chez mon père. Donc, ce rendez-vous que je donnais aux gens était devenu comme un mariage. Devant ma porte, chaque dimanche, les gens se demandaient, mais qu'est-ce qui se passe? Pourtant, c'était de la friperie. Des soldes que je vendais à 3 000 francs les jupes et 3 500 les pantalons. Et figurez-vous que pendant ce moment de chômage où je faisais le stage, j'ai eu à me faire un bénéfice net un jour de 350 000 francs. Mais pour moi, je négligeais parce que je me disais que en fait, si je commence à travailler, je vais gagner plus. C'est le rêve de tout le monde parce qu'on ne connaît pas les réalités en fait. Voilà, donc il y a ce point que j'ai omis de vous informer avant. Et quand j'ai commencé donc à travailler dans la banque et aussi de l'autre côté au niveau de la société internationale, à un moment donné, quand j'ai commencé à réfléchir sur ce que je faisais et je fais le point, j'ai dit, mais en une journée, tu as pu te faire ça. Il y a quelque chose en toi. Ça veut dire que si effectivement, le choix que tu as de partir, tu pars, tu sais déjà comment faire, 1000 francs va devenir 2000 francs. Parce que dans ce business que je dis là, je n'ai même pas commencé avec 35 000. C'était vraiment moins que ça. Le business de la vente de friperies. Donc, tu as quelque chose en toi et tu ne dois pas négliger non plus. Et donc, du coup, quand j'ai commencé à travailler à la maison, dans la même énergie que j'avais, j'ai pu rassembler des gens autour de moi. J'ai pu inviter des conférenciers internationaux du Canada, de la France, du Congo, pour venir au Burkina Faso. Venir au Burkina Faso dans ma petite salle. Voilà. Et beaucoup ont été étonnés de voir les moyens avec lesquels moi j'ai eu à travailler. Et je peux dire que c'est la passion, en fait, que je mettais dans ce que je faisais qui a favorisé vraiment ce processus-là. Et au début, comment est-ce que les parents ont réagi? Est-ce qu'ils vous ont accompagné dans cette transformation? Parce que vous avez carrément laissé la finance. Ils voyaient, comment ont-ils réagi face à ces différents choix? Alors, comment ils ont réagi? Disons comme ce que je vous disais, tous les parents africains, surtout au Burkina Faso, on veut tous que nos enfants, quand ils finissent les études, ils reviennent à la maison, ils trouvent un bon emploi. Quelque part, une entreprise déjà constituée, déjà existante. Mais ce qu'ils ont oublié derrière, ce sont des hommes qui ont créé cette entreprise.
C'est limiter son enfant de croire que sa carrière doit se baser sur aller travailler dans l'entreprise que des gens, des humains comme eux et nous ont créé avec leur esprit. C'est limité pour moi. Donc, logiquement, l'éducation que nous avons à la base en Afrique et au Burkina Faso conditionne nos parents à vouloir qu'on suive le même processus que la fonction publique ou la fonction privée, aller s'asseoir dans un bureau de quelqu'un. Donc, du coup, mon père, obviously, il n'était pas du tout d'accord. Il n'était pas d'accord. Il dit que non, mais voilà. Lui, il venait me voir dans mon bureau climatisé, j'étais assise et tout. Donc, du coup, c'est normal. Il va dire quoi à ses amis? Il va dire quoi aux gens autour, puisque j'étais toujours chez lui? Tu ne sors plus, tu es assise à la maison tout le temps. Soit disant que tu travailles. Que tu travailles. Ce qu'il faisait, ça c'est une petite confidence que je fais, mais je vais en parler, ça pourra éventuellement aider quelqu'un. Je faisais sortir ma voiture, par exemple, déposer, ou bien quand je sors, je reviens, je dépose ma voiture devant ma porte. Mon père faisait rentrer ma voiture dedans. Mais moi, j'ai compris qu'il faisait rentrer ma voiture dedans à cause de la honte. L'entourage, ils vont penser que son enfant a échoué, son enfant assise à la maison à ne rien faire. Pourquoi tous les jours, tu partais le matin, tu revenais le soir, on te voyait à peine. Maintenant, ta voiture était dehors. À cause de la voiture, même, il s'est une fois fâché contre moi. Mais moi, j'ai compris ce qu'il y avait derrière. Le regard des autres, le regard des gens autour. Et en Afrique, ça nous fatigue. Ça nous fatigue au point que on ne peut pas être ce qu'on veut être, sauf pour faire plaisir à l'autre. On est conditionné à suivre la voie que tout le monde dit que c'est la meilleure voie. Et finalement, on tombe tous dans le même trou. Donc, quand une personne sort de cette zone-là de réalité pour suivre une autre voie, la personne est indexée. La personne est insultée. Donc, c'est normal. Moi, j'ai compris ça. Il n'était pas forcément d'accord, mais j'ai eu la chance d'avoir ma maman. Les mamans sont toujours là pour leurs enfants. Elle a été d'accord dès le début. Elle a dit, si c'est ce que tu veux, il n'y a pas de souci. Et par la suite, je pense qu'il a maintenant compris que c'est réellement mon choix. Donc, il me suit. Vous partagez plein de conseils sur les réseaux sociaux. Vous êtes très actif. Est-ce que c'est une technique commerciale pour vendre vos services ou bien vous le faites par simple générosité? Alors, vraiment à la base, c'est pour apporter mes conseils parce que j'ai compris qu'il y avait rare de personnes sur la toile, en tout cas dans mon pays, qui donnaient ce type de conseils-là. Si tu fais partie en 2024 des personnes qui ne savent pas dans quoi se lancer parce qu'ils pensent qu'ils n'ont pas un domaine d'expertise, alors écoute cette vidéo. Est-ce que vous savez que les milliardaires qui détiennent des grandes entreprises dans certaines catégories n'ont pas forcément des compétences dans ces domaines? Si on prend par exemple le propriétaire de McDo, peut-être qu'il ne connaît rien dans la cuisine. Si on prend aussi le propriétaire de Uber, peut-être qu'il n'a jamais été chauffeur de sa vie. Si on prend les leaders des salons de coiffure, il se pourrait que ce sont des gens qui ne savent pas coiffer. Je pense que tu as capté vers où je veux t'amener. Je veux t'amener à comprendre clairement que tu n'as pas forcément besoin d'une compétence précise dans un domaine spécifique pour pouvoir monter une entreprise dans ce domaine. Et je me suis dit que moi, je n'ai pas eu vraiment assez de repères. Quelqu'un qui veut se lancer peut aussi être bloqué, faute de motivation. Quels sont les repères? Donc, à la base, c'était ça. Donc, je partage mon quotidien, mes émotions, ce que je pense vraiment, sans arrière-pensée, en réalité. Vraiment dans l'objectif d'apporter. Ici, en fait, je vais aussi noter le fait que j'ai eu à faire beaucoup de choses gratuitement pour les gens, surtout pour les femmes. En ce moment-là, je ne parlais pas d'argent et tout. J'ai créé un groupe qui s'appelle Femmes financièrement indépendantes. Et dans ce groupe-là, j'ai reçu, dans le même bureau dont je vous ai parlé, beaucoup de femmes pour leur montrer comment elles doivent bien arranger leur page, comment elles doivent les former gratuitement, on va dire. D'autres ont été reconnaissantes grâce à Dieu, d'autres, bon, on s'en fout de toi, on ne te mentionne pas, c'est pas grave. Mais j'ai fait un travail
et les messages que je reçois de ce que je fais au quotidien en termes de motivation et autres, ça me montre qu'en réalité, les gens en ont besoin. Au-delà de ça, ce que je partage, c'est d'ailleurs même énorme. Et je devais gagner au-delà de ce que je fais comme activité lucrative en sus de ça. Par contre, ce qu'il faut retenir, c'est que dans la vie, si dans ce que tu fais, là où tu donnes 80% de ton temps, ne te donne pas de l'argent, sache que tu dois changer de bord. Et moi, j'applique ces principes-là que j'enseigne aussi à ceux qui me suivent dans ce que je fais. Je passe plus de temps sur les réseaux sociaux. Et dans ce que je fais également, ça doit se ressentir. Je dois jouir de cela. Et c'est normal, c'est quelque chose qui doit être normal. C'est pour ça que j'ai dit aux gens, parler d'argent n'est pas un problème. Le problème, c'est quand tu commences à te sentir mal quand tu parles d'argent. Quand j'apporte du contenu qui permet à des gens de créer des sources de revenus, c'est normal. Mais quand je dis j'ai une formation et que quelqu'un estime que peut-être, voilà, elle vend, elle fait, c'est aussi normal, ça doit être normal. Il faut se sentir à l'aise quand on parle d'argent. Et quand tu n'es pas à l'aise, quand une personne parle d'argent, quel que soit le canal que ce soit, toi-même, tu ne pourras pas être à l'aise quand on parle d'argent. Et c'est un vrai formatage qu'il faut faire de son esprit. Et en Afrique, on a malheureusement ce genre de... Quand il s'agit de nous, on ne trouve pas de problème. Mais quand c'est les autres, on trouve que c'est agaçant. On trouve que voilà, c'est l'argent que la personne cherche. Mais dans la vie, mon père a l'habitude de me dire, il est utile de chercher l'argent. Il est important de chercher l'argent. Il est important de chercher l'argent. Et si tu passes 80% de ton temps quelque part, il faut que ça te rapporte de l'argent. Parce que nous sommes dans un monde qui a besoin de ressources. On utilise l'argent comme une ressource pour pouvoir obtenir, en fait, une condition de vie que l'on veut. Donc, du coup, si on passe le temps sur les réseaux et ça ne nous rapporte rien, ça dit qu'on perd notre temps. Et le temps, en réalité, c'est de l'argent. Là où tu mets ton temps, doit te rapporter de l'argent. Tu ne dois pas mettre ton temps quelque part qui ne t'apporte absolument rien. Et je passe mon temps à dire ça aux jeunes. Ce n'est pas possible. Si tu fais 1 heure de ton temps à être là à raconter du n'importe quoi, et dans ça, là, tu ne retiens rien, il y a un problème. C'est que tu n'es pas du tout ambitieux. Tu ne sais pas ce que tu veux dans la vie. Donc aujourd'hui, les réseaux sociaux aussi sont une force que j'utilise dans dans ma stratégie de communication aussi pour pouvoir vendre mes produits et mes services. Mais à la base, ce n'était pas pour ça. C'était vraiment pour motiver les gens. En temps, je me suis dit, mais pourquoi pas utiliser le même canal pour pouvoir passer l'information de mes différentes formations et aussi les produits que je vends. Quelle est cependant votre source d'inspiration? Ma source d'inspiration, d'abord, ma source d'inspiration, c'est moi-même. Ma source d'inspiration, c'est moi il y a quelques années, quand je n'avais pas confiance en moi. Ma source d'inspiration, c'est mon enfant qui a besoin d'une bonne éducation. Ma source d'inspiration, ce sont les femmes tous les jours qui viennent me dire « Mon mari ne paye pas le loyer. Mon mari ne s'occupe pas des charges familières. » Les femmes qui viennent tous les jours pleurer ici devant moi. Ma source d'inspiration, c'est ça. Ma source d'inspiration, ce sont les jeunes qui finissent leur cursus scolaire, mais qui malheureusement finissent par être enrôlés dans des choses, vilaines choses. Parce que malheureusement, ils ne savent pas chercher de l'argent. Ils ne savent pas comment permettre à 1 000 francs de devenir 2 000 francs. Ce sont des consommateurs. Ma source d'inspiration, c'est d'être dans une société où véritablement nous sommes des consommateurs nés, mais nous ne savons pas produire. Ma source d'inspiration, c'est Dieu. Parce que je pense que toutes ces inspirations viennent de Dieu. Et Dieu m'a mis en réalité dans un box où j'ai quelque chose à apporter. Et tout ce que je viens de vous énumérer reste le combat dans lequel
Dieu m'a mis parce que c'est ma destinée. Et donc, toutes ces difficultés réunies font de moi la personne que je suis, font de moi ce que je suis en train de faire et font de moi ce que Dieu veut que je fasse dans la mission qu'il a destinée pour moi. Que pensez-vous de la place de la femme dans notre société actuelle au Burkina Faso? La femme est vraiment le socle de la nation, dans le sens que c'est une femme qui peut permettre à un homme de devenir un président à travers l'éducation, à travers les messages qu'elle fait passer dans son esprit, à travers tous les autres enfants, que ce soit femme ou homme. C'est une femme qui peut transmettre une vision. Et donc, cette femme-là a une place entière dans cette nation-là. Parce que sans elle, tout peut être faussé. Faire sans elle, ça serait une grande erreur. Et je pense qu'on doit confier beaucoup de responsabilités aux femmes. Parce que, pour dire vrai, sauf ceux qui veulent faire semblant, qui ne veulent pas donner la place aux femmes, ils savent la place de la femme. Ceux même qui sont mariés. Mais il faut qu'elles méritent aussi leur place. En réalité, on n'a pas besoin, en tant que femme, de faire un combat pour qu'on nous donne une place. Mériter une place, dans votre cas, ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire prouver qu'elles peuvent le faire. Mais il faudrait d'abord qu'elles puissent avoir accès pour prouver. Il faut qu'elles puissent avoir accès. On va parler de l'accessibilité. Voilà. Donc, on doit prévoir des choses, on doit prévoir des postes de responsabilité, on doit prévoir des travaux pour que la femme puisse aussi prouver ce qu'elle a en elle. Parce que la femme a le pouvoir, en fait, de la transformation. La transformation, ça veut dire qu'elle peut transformer de l'eau en vin, comme on dit. Elle peut transformer de l'eau en jus. Elle a ce pouvoir de transformation. Elle a un sixième sens, comme on le dit, et c'est réel. Et donc, quand on met une femme dans une organisation, et si cette femme-là, elle est épanouie, j'ajoute ça, socialement, personnellement, professionnellement, épanouissement là, ce n'est pas seulement financier. Quand la femme se sent bien dans un environnement et elle jouit de son plein potentiel, et on lui dit, ce projet-là, j'aimerais que si. Mais vous allez être étonné de ce qui va sortir de là. Étonné même et petit. Beaucoup d'hommes d'affaires, beaucoup de gens d'une certaine responsabilité, quand ils vont vous parler, ils vont vous dire que le socle là, c'est celle-là. Même quand elle est une femme au foyer, elle fait un certain travail qui transforme la personne qui devient ce qu'elle doit devenir. Donc, si vous me regardez, faites en sorte que les femmes soient partout, dans tous les milieux de la société. Qu'est-ce que vous souhaitez à toutes ces femmes? Vraiment, moi, je souhaite à toutes ces femmes, d'abord pour commencer, la santé de fer, parce qu'on est dans le mois de mars, il y a le cancer de sein et les autres maladies liées au genre féminin. Je le souhaite d'avoir une santé de fer, vraiment, parce que sans la santé, on ne peut pas s'en sortir du tout dans la vie. Donc, je le souhaite d'avoir une santé de fer. Je le souhaite également d'apprendre véritablement à travailler aussi sur leurs émotions, comme ce que je dis par rapport à moi-même, de travailler beaucoup sur leurs émotions. Parce que si elles arrivent à travailler sur leurs émotions, elles vont pouvoir recentrer toutes leurs activités, pouvoir réussir dans leurs activités. Parce que beaucoup de femmes s'emportent vite dans leurs activités et elles sont obligées d'arrêter leur activité très vite parce que ça ne va pas marcher. Le client, comment on traite le client, est différent de ce qu'on fait à la maison avec nos enfants et le mari. Donc, on doit se transformer comme des hommes finalement, en fait, pour pouvoir réussir, en tout cas dans le milieu professionnel et aussi dans l'entrepreneuriat. Parce que ça ne badine pas, on s'en fout de ton genre, on s'en fout de tes émotions. Et finalement, je souhaite à toutes les femmes d'avoir une santé financière de fer. Je souhaite à toutes ces femmes d'avoir une santé financière de fer. Parce que nos mamans ont l'habitude de dire que le premier mari d'une femme, c'est son travail. Et nous, véritablement, on n'a pas compris. On met les émotions devant. Si tu as un mari, tu es là, tu penses que la lune de miel va durer toute la vie. Quand tu as un copain, vous êtes là, quoi. En fait, tu ne sais pas te dissocier et puis chercher de l'argent. Tout est lié à ton couple, tout est lié aux gens autour de toi.
Mais femme, c'est important de se créer une ressource. C'est important d'avoir sa petite caisse quelque part. Parce que même l'homme, avec qui peut-être on met tout, avec qui on planifie tout, ou peut-être sur qui on compte, peut être défaillant, il n'est pas Dieu. Cet homme-là peut être défaillant. Et s'il est défaillant, la sagesse de la femme, le vrai rôle de la femme commence là. Le soutien. Mais si toi, en tant que femme, tu n'avais pas prévu au moins mettre quelque chose de côté dans les cas de vache maigre, et le jour que ton mari se retrouve dans une situation financièrement difficile, il n'arrive pas à compter sur toi. Je t'assure que ton foyer même va se briser. Parce que l'aide qui viendra de dehors peut même casser ton foyer. L'aide qui viendra de dehors peut casser ton foyer. Donc je vous assure que toutes les femmes doivent être financièrement indépendantes. J'y tiens, c'est mon combat. Et je sais qu'elles toutes qui regardent là, elles savent que c'est la vérité. Elles savent ce qu'elles vivent dans leur foyer. Elles savent ce qu'elles vivent dans la vie même. Et l'estime qu'on leur accorde en fonction de ce qu'elles ont ou pas. C'est important. En plus de ça, l'argent, c'est un outil qu'on utilise pour pouvoir résoudre nos propres problèmes. Si toi, en tant que femme, ton mari dit, je n'ai pas les moyens pour amener mon enfant aux États-Unis pour étudier, et toi, tu dis, j'ai pu mettre quelque chose de côté, on peut essayer de le faire. En quoi tu ne participes pas? Tu participes. Donc, si vous faites face à des situations du genre, ah, la femme, elle est ci, elle est ça, dans le milieu professionnel ou dans le milieu entrepreneurial, on vous fait comprendre que non, bon, la femme n'a pas le rôle au sommet, la femme doit faire ci, elle doit faire ça. C'est de la manipulation. Et beaucoup de femmes vivent ces situations. Et moi-même, j'ai vécu ça dans mon milieu professionnel. C'est de la manipulation pure et dure. Refaites-vous une vraie santé mentale. Éloignez-vous des émotions qui vous amènent à prendre de mauvaises décisions et travaillez sur votre capacité à générer des sources de revenus. Supplémentaires ou pas, il vous faut avoir de l'argent. Les femmes ont le pouvoir de la transformation, mais encore faudrait-il qu'on leur offre l'opportunité pour s'exprimer. C'est sur ce cri de cœur de notre invité que je vous souhaite une belle fin de soirée et on se dit à très bientôt pour un autre épisode de Modèle sur RDI.